Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous sommes ici avec l'ancien ambassadeur du Chili en Chine, en Inde et en Afrique du Sud. Donc oui, l'ambassadeur chilien auprès des pays des BRICS. Je suis très honoré que vous ayez accepté de participer à l'émission aujourd'hui pour discuter de ce que cette attaque des États-Unis signifie réellement pour l'Amérique latine et d'ailleurs pour l'Asie. Merci d'être venu dans l'émission. Merci pour cette opportunité. Nous voyons donc que Donald Trump, ou plutôt la Maison-Blanche, a tweeté cette photo de Trump avec le texte « C'est notre hémisphère », ce qui semble indiquer la motivation derrière tout cela. Comment l'évaluez-vous, cependant? S'agit-il simplement de dominer l'hémisphère, ou bien quelles sont les principales motivations des États-Unis derrière cette attaque contre le Venezuela? Eh bien, laissez-moi dire ceci. Au cours de la longue histoire des relations entre les États-Unis et l'Amérique latine, il y a eu bien sûr de nombreuses interventions américaines sous diverses formes dans la région. Mais ce qui s'est passé au Venezuela samedi marque vraiment un tournant. Pourquoi dis-je cela? C'est la première fois que nous voyons une attaque militaire américaine sur le continent sud-américain. Nous avions déjà vu ce genre d'action auparavant, au Mexique, en Amérique centrale et dans les Caraïbes, mais jamais sur le continent sud-américain. Un seuil a donc été franchi, et nous entrons dans des eaux inconnues. Et sans perdre une seconde, lors de la conférence de presse de samedi, le président Trump a averti la Colombie et le Mexique qu'ils pourraient être les prochains. Et le secrétaire d'État Rubio, à son tour, a mis Cuba en garde. Donc, ce n'est pas un événement isolé, comme l'a été, par exemple, l'invasion du Panama par les États-Unis en 1989. Cela pourrait être le début de quelque chose d'autre. Et non seulement cela, mais comme vous l'avez très justement dit, M. Trump a présenté en novembre la nouvelle doctrine de sécurité nationale des États-Unis pour 2025, dans laquelle il place l'hémisphère occidental au premier plan. C'est un changement important par rapport au président précédent. Le président George W. Bush, bien sûr, avait mis le Moyen-Orient au centre de sa guerre mondiale contre le terrorisme. Le président Obama, avec son pivot vers l'Asie, avait placé la Chine au premier plan, et le président Trump met les Amériques au centre de ses priorités. On pourrait penser que, pour les États-Unis, accorder la priorité à l'Amérique latine serait une bonne chose. L'Amérique latine traverse en effet de graves difficultés. Elle a connu en 2020 la plus forte récession économique depuis 120 ans. C'est la région qui a été la plus durement touchée par la pandémie. Avec 8% de la population mondiale, l'Amérique latine a pourtant enregistré 28% des décès liés à celle-ci. Et elle n'a pas vraiment réussi à s'en remettre. La région est donc en très mauvais état. Très mauvais état. On pourrait penser que l'intérêt des États-Unis aiderait la région à sortir de cette situation très difficile. Mais ce que l'on constate, à la fois dans le document et dans les actions de M. Trump, c'est qu'il ne s'agit pas d'aider l'Amérique latine à surmonter ses difficultés. Il s'agit de la subjuguer, d'en extraire les ressources, d'en dominer les populations et les gouvernements, et en somme, de la placer sous la coupe des États-Unis. Et cela, bien sûr, est quelque chose qui, à mon avis, ne fonctionnera pas. Mais à court terme, c'est bien ce qui semble être en train de se faire. Eh bien, l'Amérique latine, au cours des 20 dernières années, a elle aussi beaucoup changé. Autrefois, les États-Unis étaient le principal partenaire commercial. Aujourd'hui, on voit que ce rôle s'est déplacé vers la Chine, comme dans la plupart du monde, je dirais. Mais le problème pour les États-Unis, c'est qu'ils ne peuvent plus vraiment rivaliser avec la Chine. Il y a donc cette tentation d'utiliser la force militaire
comme une nouvelle forme de mercantilisme. Mais comment cela va-t-il modifier la dynamique à travers l'Amérique latine? Car, encore une fois, ce n'est pas une région unifiée. Certains pays sont plus proches des États-Unis, tandis que d'autres se montrent plus réticents. Ou bien est-ce simplement que, beaucoup de pays n'avaient pas beaucoup d'estime pour Maduro, mais que la question ne concerne pas vraiment le dirigeant d'un seul pays? L'histoire est bien plus vaste ici. Comme vous l'avez dit, les États-Unis cherchent à subjuguer l'Amérique latine, ou désormais aussi l'Amérique du Sud, dans le but, je suppose, de consolider l'ensemble de l'hémisphère occidental en préparation de cet ordre mondial multipolaire, afin de s'assurer que d'autres grandes puissances n'aient même pas la possibilité d'y avoir des chances égales. Certains appellent cela une doctrine Monroe, mais d'autres l'ont plutôt qualifiée de doctrine Dunroe. Ce n'est pas la doctrine Monroe qui était censée empêcher les empires, c'est les États-Unis affirmant leur propre empire. Mais comment voyez-vous cela? Y a-t-il de grandes lignes de fracture à travers l'Amérique du Sud, ou pensez-vous que cela unira les pays? Eh bien, il existe de profondes lignes de fracture en Amérique du Sud et dans le reste de l'Amérique latine. Il ne fait aucun doute que la région est fragmentée. Vous savez, il existe une entité collective censée représenter l'Amérique latine. Elle s'appelle la CELAC, la Communauté des États latino-américains et caribéens. Mais elle est très faible. Il est très difficile d'aboutir à un accord. On pourrait penser qu'un acte aussi audacieux qu'une attaque bombardant une capitale de 3 millions d'habitants comme Caracas et enlevant le président et son épouse conduirait à une condamnation unanime. Mais ce n'est pas le cas. En réalité, il y a des gouvernements en Amérique latine. J'ai mentionné ceux de l'Argentine, de l'Équateur, de la République dominicaine, du Panama et du Costa Rica, qui s'alignent assez ouvertement sur le gouvernement des États-Unis et celui de M. Trump. Vous avez tout à fait raison de dire que M. Maduro n'a pas suscité beaucoup de sympathie dans la région, pour des raisons que nous connaissons tous. C'était un gouvernement autoritaire. C'était aussi un gouvernement incompétent. On se retrouve dans cette situation extraordinaire où un pays qui possède un cinquième des réserves mondiales de pétrole connaît pourtant des difficultés économiques. Comment est-ce possible? Il y a là quelque chose de très absurde. Mais c'est ce qui s'est passé. Cela a évidemment considérablement affaibli la position de M. Maduro, d'autant plus que les élections de 2024 ont été, en somme, volées par lui. Rien de tout cela n'a aidé. Mais le point essentiel est le suivant. Il y a ici une tentative de recréer, d'une certaine manière, les jours de l'Empire et du colonialisme. La tentative de l'administration Trump d'affirmer sa domination dans l'hémisphère occidental est quelque chose que nous n'avions pas vu depuis très longtemps. Et cela, me semble-t-il, suscitera bien plus de résistance que ce que nous avons observé jusqu'à présent. Vous savez, encore une fois, l'opposition vénézuélienne pensait qu'elle serait appelée à entrer dans le palais présidentiel et à commencer à diriger le pays une fois M. Maduro écarté du pouvoir. Mais cela ne s'est pas produit. M. Trump a rejeté le cas de Mme María Corina Machado, affirmant qu'elle n'a pas le respect du peuple vénézuélien. Et il continuera à travailler, M. Trump continuera à travailler avec la vice-présidente de M. Maduro, Delcy Rodríguez. Nous nous retrouvons donc dans une situation extraordinairement embarrassante au Venezuela, où en somme, le régime de Maduro se maintient sans lui. Pensez-vous ou prédiriez-vous que cela alimentera un sentiment anti-américain dans toute la région, indépendamment des gouvernements? Je veux dire, bien sûr, vous êtes l'ambassadeur du Chili, un pays qui a connu sa propre intervention américaine le 11 septembre 1973, lorsque Allende a été renversé. Alors comment pensez-vous que cela se manifestera au sein de la population plus large en Amérique du Sud?
South America. Across Latin America, Oui. the fact that Dans toute l'Amérique latine, le fait que M. Maduro ait piétiné la démocratie et les droits humains a été une carte majeure utilisée contre lui. Mais, comme il se trouve, lors de la conférence de presse de samedi à Mar-a-Lago, il n'a été fait aucune mention de démocratie ni de droits humains. Ce que nous voyons au Venezuela concerne entièrement la mainmise sur le pétrole vénézuélien. M. Trump a déclaré que l'industrie pétrolière du Venezuela avait été construite par les États-Unis et que les États-Unis allaient désormais la reprendre. Maintenant, cela se produira-t-il aussi dans d'autres pays? Le document de sécurité nationale des États-Unis de 2025 indique très clairement que les États-Unis souhaitent mettre la main sur les ressources naturelles de la région. Vous savez, l'Amérique du Sud en particulier est une région très riche en ressources naturelles. Alors verrons-nous cela dans d'autres pays également? Évidemment, la réaction contre cette politique sera très forte. Oui, toute cette focalisation sur la personnalité du président Maduro semble être une grande distraction, car ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que, qu'on aime ou non le dirigeant, qu'il soit autoritaire ou démocratique, l'idée qu'on puisse simplement envahir un pays et le dépouiller de ses ressources naturelles, à condition de salir suffisamment ses dirigeants, est plutôt... On pourrait penser que l'Amérique latine tirerait un avertissement du cas européen. Car en Europe, ils font ce qu'ils ont toujours fait. Ils s'inclinent devant les États-Unis, espérant que leur obéissance sera récompensée. Mais c'est aussi pour cela que les Européens ne veulent pas condamner ce que les États-Unis ont fait. En effet, les dirigeants de l'UGOMER se sont uniquement concentrés sur ce qu'ils considèrent comme l'illégitimité de Maduro. Mais leur obéissance n'est pas récompensée. C'est perçu comme une faiblesse et une invitation. Immédiatement après, Donald Trump a commencé à parler de prendre le Groenland, et il semble que cela dépasse la simple rhétorique, que ce sera probablement la prochaine cible. Mais encore une fois, pour l'Amérique latine, comme vous l'avez dit, Marco Rubio semble très déterminé à s'en prendre à Cuba. Trump profère des menaces contre la Colombie et le Mexique. L'année dernière, il a bien sûr menacé de s'emparer du canal de Panama, mais il a été dissuadé par certains avantages. Pourtant, il pourrait revenir à la charge pour le canal de Panama. N'est-ce pas, je suppose, l'érosion du droit international et de la stabilité, ainsi que le rejet de la souveraineté, ou du moins l'exigence d'une souveraineté limitée pour l'Amérique du Sud? N'est-ce pas quelque chose qui, je suppose, façonnerait de nouvelles alliances ou créerait des réalités entièrement nouvelles auxquelles les responsables politiques devraient réagir? Yes, absolutely. And let me say the following. You mentioned the case of Europe. Oui, absolument. Et permettez-moi de dire ce qui suit. Vous avez mentionné le cas de l'Europe. Je dois dire que je suis stupéfait par la réaction fade et très timide de l'Europe et des nations européennes face à ce qui s'est passé au Venezuela. Je regardais hier la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies et les remarques faites par l'ambassadrice du Royaume-Uni auprès de l'ONU, la représentante permanente, étaient extraordinaires, très fades, ne condamnant absolument pas cette action. Et c'était un pays, le Royaume-Uni, qui autrefois défendait le droit international, le respect de l'ordre multilatéral. Il était l'un des piliers des Nations Unies lors de leur création. Et voilà, c'est en somme une acceptation tacite de ce qui se passe en Amérique latine. L'idée, j'imagine, c'est très loin, ça ne nous concerne pas. Mais enfin, tu sais, les conséquences finissent toujours par revenir. Maintenant, Stephen Miller, un conseiller de M. Trump, le principal conseiller, le chef adjoint de cabinet, parle de prendre le Groenland. Donc tu vois, si l'on ne défend pas les autres quand on en a l'occasion, ils finiront par s'en prendre à nous. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Permets-moi de souligner ce qui suit, Glenn. Tu as peut-être vu mon nouveau livre, Le monde non aligné,
dans lequel, avec mes collègues Carlos Portillo et Carlos Ominami, nous défendons ce que nous appelons la non-alignement actif. Les pays du Sud global devraient placer leurs propres intérêts au premier plan, ne pas se laisser influencer ou contraindre par les grandes puissances, et prendre leurs décisions en fonction de cela. C'est une approche qui s'inspire du mouvement des non-alignés des années 1950 et 1960, mais qui l'adapte aux réalités du nouveau siècle. Et nous en voyons déjà la mise en pratique. Le meilleur exemple en est le Brésil sous la présidence de Lula. Début juillet, nous avons eu un exemple frappant de cette attitude. M. Trump a exercé des pressions sur le Brésil pour qu'il mette fin aux poursuites contre l'ancien président Bolsonaro, impliqué dans une tentative de coup d'État militaire en janvier 2023 et devant être jugé pour cela. Et c'est un ami de M. Trump, et Trump a déclaré que ce procès devait être suspendu. Le président Lula a répondu « Nous n'allons pas faire cela. Le Brésil est un pays souverain. Nous laisserons la justice faire ce qu'elle a à faire. Nous ne nous laisserons pas mettre sous pression. » Les États-Unis ont imposé des droits de douane de 50% sur les exportations brésiliennes vers leur territoire. Beaucoup pensaient que cela pousserait le Brésil à céder. Il n'en a rien été. Et finalement, dans ce bras de fer avec les États-Unis, comme le prix du café et du bœuf a tellement augmenté aux États-Unis, ces derniers ont dû céder. Et le Brésil a gagné parce qu'il a tenu bon. C'est cela le sens de la non-alignement active. À peu près au même moment, Madame Ursula von der Leyen est montée dans un avion pour rendre visite à M. Trump sur son terrain de golf en Écosse, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, une rencontre avec un chef d'État sur son terrain de golf privé, et elle est parvenue à un accord dans lequel l'Union européenne a en substance abandonné. Dans cet accord commercial signé avec les États-Unis, ces derniers ont imposé des droits de douane de 15% sur les produits européens exportés vers les États-Unis, et l'U-Member s'est engagé, je crois, à acheter pour 600 milliards de dollars de produits énergétiques américains et pour 750 milliards de dollars de produits de défense, sans droit de douane sur les produits américains exportés vers l'U-Member. En somme, une capitulation. De toute évidence, l'Union européenne est une économie bien plus importante et une partie bien plus forte que le Brésil. Mais elle a cédé. Le Brésil, lui, ne l'a pas fait. Et je pense qu'il y a là une leçon pour tous ceux qui veulent la voir. Oui, conclure un accord encore pire avec l'UMM sur le terrain de golf de Trump, c'était que même l'UMM Tour reconnaissait que c'était un accord désastreux. Acheter toute cette énergie et ces armes américaines, quel que soit le profit restant pour l'UM4, devait être réinvesti aux États-Unis. Je veux dire, c'est un accord épouvantable, et l'UMember le savait. Mais la logique était la suivante. Oui, c'est une chose horrible, mais il ne s'agit pas seulement de commerce. C'était l'argument. Nous devons maintenir l'intérêt des Américains pour l'Europe. Et cela semble aussi faire partie de la réponse à ce qui s'est passé au Venezuela. En gros, gardons Trump satisfait et attendons que ça passe. Finalement, nous aurons un autre Biden, ou Kamala Harris, et alors tout reviendra à la normale. Mais je ne pense pas que ce soit seulement une question de Trump. Bien sûr, Trump est un personnage unique, mais ce n'est pas uniquement à propos de lui. Il faut se rappeler que pour les Européens, il donne l'impression que l'annexion du Groenland par les États-Unis serait totalement hors de propos. Pourtant, sous Biden, les États-Unis ont fait exploser l'infrastructure énergétique de l'Europe. Et lorsque nos industries ont commencé à souffrir, ils ont proposé des subventions pour que ces industries déménagent aux États-Unis. Donc, il ne s'agit pas seulement d'individus, semble-t-il. Je pense qu'il s'agit de la nouvelle répartition internationale du pouvoir, plus large.
Autrement dit, les États-Unis n'ont plus la richesse relative qu'ils avaient autrefois. Les États-Unis ont été très généreux envers les Européens après la Seconde Guerre mondiale, avec des accords commerciaux et tout cela, mais ils ne sont tout simplement plus en position de le faire. Ils s'appuieront davantage sur la force militaire et entretiendront, je pense, une relation plus extractive avec leurs alliés, cherchant essentiellement un retour sur investissement pour leur empire. Donc je pense que c'est une énorme erreur de simplement se retirer et d'espérer que les Américains vous traiteront bien, car je pense que Trump en particulier y verrait simplement une faiblesse dont il pourrait tirer parti. That's right. If I can say something. C'est exact. Si je peux dire quelque chose à ce sujet, cela ne fonctionne pas non plus. Je me souviens de l'explication donnée à voix basse par des Européens qui avaient participé à cet accord commercial. Ils disaient, eh bien, il faut garder à l'esprit ce que vous venez de dire, le contexte stratégique plus large. Par là, bien sûr, ils parlaient de l'Ukraine. L'idée était que, qu'en cédant sur l'accord commercial, nous obtiendrions le soutien des États-Unis sur ce que nous voulions en Ukraine. Eh bien, cela n'a pas non plus fonctionné. Trump a maintenu sa position sur l'Ukraine, très sceptique à l'égard de ce pays et beaucoup plus favorable à la Russie. Donc on cède en espérant que d'une manière ou d'une autre, on s'en sortira mieux. La leçon à en tirer, c'est que cela ne marche pas ainsi. Quand Trump perçoit une faiblesse, il continue de pousser. La partie choquante, c'est que tout cela se produit, bien sûr, en l'absence de toute diplomatie. Je veux dire, les États-Unis sont dans une position affaiblie, mais personne ne souhaite qu'ils échouent ou traversent une crise majeure, car alors, évidemment, ce ne serait pas seulement mauvais pour les Américains, mais aussi pour la manière dont ils réagiraient. Mais étant donné qu'il y a un changement massif dans la répartition du pouvoir, il est très étrange qu'il n'y ait pas davantage d'efforts diplomatiques pour tenter de trouver un nouveau statu quo dans lequel les États-Unis pourraient eux aussi occuper une position acceptable ou stable. Absolument. Mais un effort visant à favoriser un monde multipolaire stable a été celui des BRICS. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, vous avez été ambassadeur en Inde, en Chine et en Afrique du Sud. Il ne vous manque que le Brésil et la Russie. Et vous auriez les 5. Comment voyez-vous cela comme une attaque de Trump contre les BRICS? Parce que, eh bien, nous avons vu comment M. Trump a attaqué très durement l'Afrique du Sud et pris toutes sortes de mesures contre elle sur le plan commercial et diplomatique. Les États-Unis n'ont pas participé aux réunions du G20 qui se sont tenues en Afrique du Sud en 2025. Et maintenant, il dit quelque chose de très discutable d'un point de vue strictement diplomatique, qu'il exclura l'Afrique du Sud de la participation aux réunions du G20 aux États-Unis. Cette année, les États-Unis assureront la présidence du G20. Il s'en est également pris, bien sûr, au Brésil, comme je l'ai mentionné plus tôt. Et de manière étonnante, il s'en est aussi pris à l'Inde, en imposant des droits de douane de 50% sur les produits indiens et en prenant d'autres mesures comme des restrictions sur les visas H-1B, qui touchent principalement les citoyens indiens. Ainsi, on voit 3 des principaux pays des BRICS être pris pour cible par les États-Unis. De toute évidence, les BRICS sont perçus comme une menace pour la domination et l'hégémonie des États-Unis, et c'est pourquoi ils ne sont pas très populaires à Washington, en particulier auprès de M. Trump. Mais je dirais ceci, ce que nous voyons, c'est l'émergence des BRICS comme acteurs majeurs. Il y avait autrefois 5 membres, il y en a désormais 10. L'Indonésie a rejoint le groupe, le 4e pays le plus peuplé du monde, le plus grand pays à majorité musulmane. Les pays des BRICS disposent de leur propre banque, la Nouvelle Banque de Développement. Elle a été créée lorsque j'étais à Pékin, établie à Shanghai avec un capital de 50 milliards de dollars. Ainsi, les BRICS se sont affirmés comme une force très importante
dans la politique mondiale. Ce qui est extraordinaire, c'est que pendant longtemps, les médias occidentaux ont pratiquement ignoré l'existence des BRICS, les rejetant comme un simple forum de discussion qui parlait beaucoup mais ne passait guère à l'action. Mais cela, bien sûr, est en train de changer. Nous voyons avec la nouvelle banque de développement et d'autres initiatives prises par le groupe des BRICS qu'il devient un point de référence très important dans les affaires internationales. Ce qu'il faut souligner ici, Glenn, c'est ceci. On me pose souvent cette question. Évidemment, les BRICS ne sont pas un forum du Sud global. Ni la Chine ni la Russie n'en font partie. Je dirais, bien que bien sûr le Brésil, l'Afrique du Sud et l'Inde en fassent partie, tout comme l'Indonésie et certains des membres récents. Mais c'est un forum pour le Sud global, car il défend les revendications du Sud global d'une manière que, par exemple, le G7 ne fait certainement pas. Ainsi, à une époque où le Sud global s'est imposé avec une force particulière dans les affaires mondiales, nous l'avons constaté après la guerre en Ukraine, après l'invasion russe de l'Ukraine, lorsque de nombreux pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine ont adopté une position différente de celle de l'OTAN, de Washington et de Bruxelles. Nous l'avons vu à nouveau dans le cas de la guerre à Gaza, qui a suscité une réaction très forte parmi les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, en raison de la connivence des États-Unis et de l'Europe dans la guerre génocidaire menée par Israël à Gaza. L'élargissement du groupe des BRICS reflète cette montée du Sud global. Et pour revenir au point que j'ai évoqué plus tôt, l'argument que nous défendons depuis 5 ans dans divers ouvrages et autres publications sur la non-alignement actif, est précisément que la politique étrangère naturelle du Sud global est le non-alignement actif. Et il existe une approche qui, certes, reprend certains éléments du mouvement des non-alignés du XXe siècle, mais les adapte aux réalités du nouveau siècle. Un siècle où l'on trouve les 2 géants asiatiques, la Chine et l'Inde, ainsi que de nouvelles banques multilatérales de développement, comme la Nouvelle Banque de développement, la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures et la Banque de développement d'Amérique latine. C'est un monde dans lequel plus de 50% du commerce mondial se situe dans le Sud global, le commerce Sud-Sud, contre 20% dans les années 1970. C'est donc un tout nouveau monde où les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine ont pris leur essor et exercent désormais une présence très significative dans les affaires mondiales. Eh bien, ce que j'ai trouvé intéressant dans l'attaque contre le Venezuela, c'est le contexte et l'arrière-plan. Cela résume vraiment la situation actuelle du monde, car, dans une large mesure, il s'agit de la montée de l'Asie, ce qui inquiète beaucoup les États-Unis, surtout dans l'hémisphère occidental. Mais c'est aussi une histoire, comme on l'a vu avec l'Occident, de déclin relatif et de fragmentation. Et cela caractérise, je pense, les principaux défis de l'ordre mondial actuel. Ce vaste déplacement du pouvoir de l'Ouest vers l'Est, qui entraîne également la fragmentation de l'Occident politique. J'ai toujours soutenu que l'Occident politique, en tant qu'entité, n'a pas vraiment trouvé le moyen de s'adapter à une position post-hégémonique. C'est un endroit où elle ne domine plus. Et je pense que c'est un problème clé, ce qui explique aussi certains actes de désespoir. Mais comment voyez-vous le rôle de la Chine dans tout cela? Parce qu'elle est devenue assez dépendante de l'Amérique latine comme partenaire commercial. L'Amérique du Sud est riche en ressources naturelles. Alors, s'agit-il d'un effort pour vendre du pétrole aux Chinois en dollars afin de renforcer le pétrodollar, ou d'une tentative de couper le commerce chinois? À quel point pensez-vous que la Chine est centrale dans le calcul des Américains? Eh bien, je pense que c'est un point très central.
En gros, ce que les États-Unis essaient de faire depuis une dizaine d'années, c'est d'exclure la Chine de l'hémisphère occidental. Les États-Unis n'aiment pas la présence chinoise dans les Amériques et font tout leur possible pour la repousser. Et ce que dit ce document sur la sécurité nationale, eh bien, il dit en substance que les États-Unis devraient tenter, je paraphrase, d'expulser toutes les entreprises extra-hémisphériques qui construisent des infrastructures en Amérique latine. C'est une proposition intenable, vous savez, dire « gardons l'Amérique latine sous-développée et toute personne qui veut contribuer à son développement, mais qui n'est pas américaine, devrait être expulsée. » Alors Glenn, voici le point essentiel. Nous avons une situation, pour revenir à mon propos précédent sur la non-alignement actif, qui à certains égards est comparable à la guerre froide. En ce sens, nous assistons à une compétition entre grandes puissances, entre les États-Unis et la Chine, tout comme nous l'avions au XXe siècle entre les États-Unis et l'Union soviétique. Cette compétition est dans une certaine mesure idéologique, mais elle est surtout économique et géopolitique. La différence essentielle entre ce qui s'est passé pendant la guerre froide et ce qui se passe aujourd'hui, et c'est ce qui rend la non-alignement actif possible, est la suivante. L'Union soviétique était une superpuissance militaire, spatiale, nucléaire et idéologique. Mais ce n'était pas une puissance économique majeure. Son économie était fermée et plus petite que celle des États-Unis. Par conséquent, elle ne pouvait pas rivaliser avec les États-Unis en matière de commerce, d'investissement ou de flux financiers. En revanche, la Chine se trouve dans une position très différente. L'économie chinoise est plus petite que celle des États-Unis et la Chine est certainement plus faible sur le plan militaire. Mais à certains égards, son économie est plus ouverte que celle des États-Unis. Elle signe des accords de libre-échange. Elle est prête à ouvrir ses marchés à d'autres économies et contribue par des flux financiers et des investissements à travers le monde. Cela signifie qu'il existe à peu près des conditions équitables entre les États-Unis et la Chine dans cette compétition entre grandes puissances. Par conséquent, les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine ont la possibilité de faire ce que nous appelons jouer sur plusieurs tableaux. Autrement dit, si vous avez un projet particulier, vous pouvez vérifier si les États-Unis font une meilleure offre ou si c'est la Chine. Ensuite, vous choisissez et vous diversifiez vos options. C'est ce que font les pays d'Amérique latine, c'est ce que font le Brésil, l'Équateur et d'autres. C'est donc très clairement la voie à suivre. Eh bien, c'est un argument essentiel et important à propos de la multipolarité. C'est pourquoi le développement d'un monde multipolaire est très attractif pour de nombreux pays à travers le monde. Les pays petits et moyens ont une plus grande opportunité de prospérer et de bénéficier d'une plus grande autonomie politique. S'il existe de nombreux centres de pouvoir, alors on n'a pas besoin de s'aligner sur qui que ce soit. Et il est important, je pense, de souligner ce que vous avez dit, que l'Union soviétique n'était pas une puissance économique au même titre, car les États-Unis étaient le principal centre économique de pouvoir, encore plus après la guerre froide, ce qui signifiait qu'ils étaient le seul acteur en jeu. Cela réduit l'incitation à réellement diversifier. Et si vous ne diversifiez pas vos liens économiques, si vous vous retrouvez coincé dans une relation asymétrique et interdépendante où vous dépendez trop des États-Unis alors que les États-Unis ne dépendent pas beaucoup de vous, cela conduit toujours à l'extraction de concessions économiques et politiques. On pourrait penser qu'une autre leçon que l'Amérique latine devrait tirer de l'Europe, c'est que, tandis que le reste du monde cherchait à se diversifier pour gagner en prospérité et en autonomie politique, les Européens ont fait exactement le contraire. Ils ont voulu, en somme, raviver le moment unipolaire et verrouiller la position des États-Unis en Europe. Et la manière dont ils s'y sont pris
a essentiellement consisté à faire ce qu'on leur disait. Ainsi, avec les Américains, ils ont déclaré « Eh bien, l'Europe doit se couper de la Russie, se couper de la Chine, et même dans une certaine mesure de l'Inde, avec les tarifs douaniers. » Alors, ils ont accepté cela. Ils ont donc développé une dépendance excessive envers les États-Unis. Et ensuite, bien sûr, les États-Unis n'ont pas pu obtenir autant de concessions qu'ils le souhaitaient, comme tu l'as mentionné, avec cet accord économique humiliant dans le Golfe. L'Europe se retrouve donc aujourd'hui affaiblie sur le plan économique et politiquement insignifiante, et elle commencera à se fragmenter. En somme, c'est la conséquence de ne pas avoir fait ce qu'elle aurait dû faire. Lorsqu'il existe une répartition multipolaire du pouvoir, les États doivent diversifier leurs partenariats économiques. L'Europe a fait le contraire. Mais je suppose que le défi pour l'Amérique du Sud, c'est que si les États-Unis sont prêts à recourir à la force militaire, comment cela ne freinerait-il pas la capacité à se diversifier? Eh bien, je pense que c'est un très bon point. De toute évidence, les États-Unis ont agi comme ils l'ont fait au Venezuela et menacent maintenant de faire la même chose dans plusieurs autres pays. Mais ce n'est pas quelque chose de tenable à moyen ou à long terme. Et pour revenir à votre remarque sur la diversification, pendant la plus grande partie de l'histoire de l'Amérique latine, soit les 180 premières années de vie indépendante, la région dépendait essentiellement de deux pôles diplomatiques, commerciaux et d'investissement. L'un était les États-Unis et l'autre un groupe de pays européens. Dans le nouveau siècle, avec la montée de la Chine, un troisième point de référence est soudainement apparu. En relations internationales, comme vous le dites très justement, il vaut toujours mieux avoir davantage de partenaires que moins. Ainsi pour l'Amérique du Sud, non pas pour l'Amérique latine dans son ensemble, mais pour l'Amérique du Sud, la Chine est aujourd'hui le premier partenaire commercial. C'est la même chose pour le Brésil, le Chili, le Pérou et l'Uruguay. Le Brésil commerce chaque année pour environ 180 milliards de dollars avec la Chine. C'est une somme énorme et il dégage un excédent. Le Chili, mon propre pays, a un commerce bilatéral d'environ 60 milliards de dollars par an et il dégage lui aussi un excédent. Or, ce n'est pas quelque chose qui peut être changé du jour au lendemain. Même si les gouvernements le voulaient, ils subissent la pression de Washington. Que vas-tu faire? Tu vas, je ne sais pas, dire à tes agriculteurs de ne pas planter de soja. Que ferait le Chili avec son cuivre? Tu sais, environ la moitié de nos exportations vont vers la Chine. À qui vas-tu les vendre? À la Bolivie? Au Paraguay? Les États-Unis n'achètent pas de telles quantités. Donc il est trop tard, Glenn. Le cheval est déjà sorti de l'écurie. Les efforts pour expulser la Chine d'Amérique latine n'aboutiront à rien. Cela n'arrivera pas. Maintenant, tu peux enlever un président ici, bombarder une capitale là-bas, mais ces tendances économiques, ces courants économiques de fond, sont là pour durer. Oui, non, je suis d'accord. Et bien sûr, comme nous venons de le dire, l'introduction de la force militaire aboutit rarement au succès qu'elle était censée atteindre. Très souvent, elle provoque un effet de retour négatif, le pays se retournant contre les États-Unis. Mais c'est un bon point, oui. On ne peut pas empêcher cela. Peu importe qui est sur le trône au Venezuela ou au Chili, ou qui est au gouvernement, cela ne change pas vraiment la structure de l'économie. Je pense que les agriculteurs continueront à cultiver et à vendre leurs produits. Mais juste une dernière question. Selon vous, quelles seraient les conséquences politiques et économiques à long terme de ce nouveau développement qui ne vise pas seulement le Venezuela, mais menace toute la région? Oui, je vais dire ceci. Ce que les États-Unis font, à mon avis, sera très contre-productif.
Cela peut produire certains effets à court terme en matière de priorité de politique étrangère, mais à long terme, je pense que ça va vraiment affaiblir leur position. Toute la notion de communauté des Amériques, l'idée même des Amériques, est remise en question. Vous savez, beaucoup de gens ont souvent dit qu'il n'existe pas de Amérique. Il y a l'Amérique latine d'un côté et les États-Unis de l'autre. Et ce qui s'est passé au Venezuela samedi renforce cette idée qu'il n'existe pas de véritable communauté des Amériques. Et cela, bien sûr, finit par causer de graves dommages à la position des États-Unis. Cela renforce l'idée que les États-Unis sont imprévisibles. On ne sait pas à quoi s'attendre lorsqu'il y a un changement de gouvernement à Washington, lorsqu'un nouveau président arrive. La Chine, en revanche, offre stabilité, continuité et prévisibilité. Et comme vous le savez très bien, en diplomatie et dans la gestion des relations internationales, ce sont des caractéristiques très importantes. On veut savoir où l'on se situe. Je dirais donc que ce qui s'est passé au Venezuela samedi causera des dommages à long terme à la position des États-Unis dans la région et finira paradoxalement par favoriser la position de la Chine. Oui, non, c'est un excellent point, car à Washington, on présente cela comme une victoire éclatante et une démonstration de force. Mais on peut tout à fait soutenir avec assurance que c'est aussi une démonstration de faiblesse. Le fait qu'il faille envoyer l'armée, tuer des citoyens du Venezuela pour kidnapper son président, dans l'espoir de modifier ses politiques économiques et ses alliances politiques, surtout lorsqu'il s'agit d'un pays de petite ou moyenne taille. C'est essentiellement ce qu'un empire en déclin ferait pour afficher sa puissance. Cela pourrait donc tout aussi bien être le signe d'un affaiblissement supplémentaire, qui bien sûr se perpétuera avec la réaction qui suivra. As-tu une dernière réflexion avant que nous terminions? Oui, eh bien, permettez-moi simplement de dire que, vous savez, en tant que personne ayant porté deux casquettes, l'une dans le monde universitaire et l'autre au sein du gouvernement, je pense que la notion que mes collègues et moi avons avancée en matière de non-alignement actif, qui aborde la question de ce que nous devrions réellement faire en politique étrangère, offre un excellent point de repère, un guide pour l'action, une boussole pour orienter nos pays d'Amérique latine, mais aussi d'Afrique et d'Asie, à travers les eaux troubles de ce monde très turbulent. Non-alignement actif. Oui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je laisserai un lien vers votre travail dans la description. Merci encore. Je vous en prie. Merci pour cette opportunité. Passez une bonne soirée.